Salut à tous, c'est Roméo de Merci Japon. On se retrouve aujourd'hui en fin de journée. Bon bah voilà, j'espère que la lumière sera incroyable, mais on est là pour faire ma rétrospective de l'année 2020. Et j'ai envie de vous dire, quoi de mieux que faire cette rétrospective de l'année 2020 quand même, en parlant de tout ce qui s'est passé pour moi, parce qu'il s'en est passé des choses. Alors je suis désolé, je garderai mon masque tout au long de... Parce que je suis à l'extérieur mais il y a beaucoup de gens. Je suis au bord de la rivière donc forcément, il y a du monde. Et j'espère que vous ne serez pas trop gênés parce que vous voyez que si je bouge dans le coin il apparaît là. Voilà. Bref, faisons le début du début, le début du commencement. Le 31 décembre 2019, j'étais à Shibuya pour le décompte du nouvel an. Vous l'avez peut-être vu, j'étais avec mes amis, donc forcément ça a donné pas mal de vidéos, en tout cas dans mes stories. On a crié le décompte 10, 9, 4, non 10, 9, 8, pas 4. et à la fin on a tous sauté, c'était incroyable. En tout cas on était énormément et on s'est dit on va pas sortir vivant de tout ça. D'ailleurs j'ai écrit dans mes stories on va pas sortir vivant de tout ça. Si je savais ce que 2020 nous... Je sais pas encore ce que 2021 nous prépare, mais si je savais ce que 2020 nous préparait, je pense que j'aurais jamais écrit ça. À ce moment-là j'étais un peu triste parce que pour moi c'était la fin du Japon, c'était le début de la fin quoi, genre... Je savais pas si j'allais pouvoir revenir, mais j'avais obtenu un job en France, donc j'étais content de pouvoir rentrer en France pour faire ce job-là. Et puis avant de rentrer en France, il y avait aussi quelque chose qui quand même était assez important. C'est simplement le fait que là, j'allais voyager 3 semaines. Je suis parti à Singapour, en Malaisie, et je suis aussi parti en Thaïlande. Alors la Malaisie, j'avais déjà mon billet depuis longtemps, j'avais même mon retour. J'avais réussi à avoir un Kuala Lumpur-Madrid à 20 € aller-retour, incroyable, avec Qatar Airways. Pour le lancement de la ligne, pour les 1000 premiers, ils faisaient ce tarif-là. Donc j'avais réussi à choper un billet. Donc il fallait que j'aille à Kuala Lumpur. Mais entre temps, je savais pas exactement ce que j'allais faire. Donc j'avais réservé un billet pour Singapour. Et puis après, j'ai réservé un billet pour la Thaïlande entre les deux. Ça a été compliqué de partir d'ici. Parce que j'ai la sensation, et d'ailleurs je vous le dis dans cette story. Et voilà, je viens de me réveiller. Bon, enfin non, il y a quand même 2 heures que je me suis réveillé, mais j'ai fait mes lessives. J'ai fait une grande partie de mon sac. Parce qu'effectivement, c'est la fin du Japon. Demain, je quitte mon appart, enfin ma share house en fait. Je vais dire au revoir à mes colocs. Et demain soir, je dors à la... Je suis persuadé que je vais revenir ici à l'avenir. En tout cas, j'en ai envie. Surtout dans la région du Kansai, en tout cas Kyoto, Osaka, Kobe, qui sont vraiment des endroits où je me verrai vivre. C'est bizarre, je sais même pas quoi. J'ai eu la sensation que ma vie elle était ici et que de toute façon j'allais revenir. C'était un au revoir, mais un au revoir un peu compliqué. Puis je laissais des amis ici, je laissais une vie que j'avais quand même construite après près d'1 an. Alors je partais de Tokyo, pour être très honnête, ma vie elle est plus à Osaka, là où je suis aujourd'hui. Mais les 4 derniers mois de mon année au Japon, j'ai vécu à Tokyo. Pour moi, Tokyo c'était une grosse ville où j'y voyais des opportunités professionnelles, surtout. Et c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Effectivement, ça a bien marché mon activité pour moi quand j'étais à Tokyo, mais je me suis retrouvé face à une ville où tout est loin, tout est grand, tout est cher. Je me sentais pas à ma place. Les gens ils en ont un peu rien à foutre de toi. Enfin, c'est le sentiment que j'ai en tout cas. Oh là là, on voit plus avec la buée sur les lunettes. Et en tout cas, bref, voilà, c'est le sentiment que j'ai eu et ça m'a un petit peu quand même dérangé, je dois l'avouer, quand tu viens de Osaka, qui est une ville qui est si généreuse, si gentille. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est une ville qui est généreuse et qui est gentille. Les gens le sont profondément aussi, plus. Je sais pas, bref, je me sentais pas à ma place à Tokyo. On va pas s'en sortir avec ces lunettes. Ça a été compliqué de faire mes valises. Il a fallu, malgré tout. Donc faut savoir que moi je suis venu au Japon avec un seul sac à dos de 22 kg quand je suis arrivé. Et puis au bout de quelques semaines j'ai laissé tomber des affaires, j'en ai vendu pas mal, j'en ai donné aussi à des associations. Ça n'a pas été facile de trouver des associations mais j'en ai trouvé. Et puis une fois que j'avais trouvé ces associations, que j'avais redonné toutes mes affaires, mon sac ne faisait plus que 16 kg et toute ma vie logeait dans ce sac. Excepté mon ordinateur et mes caméras que j'avais dans un autre petit sac. Mais en gros toute ma vie tenait dans 16 kg. Du coup, quand je suis parti, c'était facile de faire mon sac parce que j'avais que ça. Et quand je dis toute ma vie, c'est-à-dire qu'avant que je parte de France, j'avais tout vendu, donc je n'avais plus aucune affaire. Et avoir trouvé un job en France, avoir accepté une offre d'emploi, c'était aussi devoir tout racheter en arrivant. Et ça, c'était compliqué. Donc je fais une dernière soirée avec mes amis, je dis au revoir à tout le monde, je pleure beaucoup, je suis pas très bien, je dois l'avouer. Et en même temps, je me dis, vas-y, genre c'est une belle aventure, t'as vécu un truc de ouf, peut-être ça se reproduira pas dans ta vie. Voilà. Et en même temps, j'avais sentiment vraiment que j'allais revenir ici. Je sais pas, je peux pas l'expliquer, c'est comme ça. Il y a des choses qu'on sent et qu'on peut pas vraiment expliquer. Et puis ensuite, c'est passé justement autre chose. C'est-à-dire que je suis parti en voyage. Singapour,
Le premier jour était très bien, mais en fait je suis arrivé très tard à Singapour, je suis arrivé à 23h. Et donc à 23h j'arrive, je pose mon sac dans un hôtel un peu sombre, les lumières ne marchaient pas. Enfin, ne marchaient pas, en tout cas j'ai pas trouvé comment allumer les lumières dans le couloir. À la réception on me dit je suis désolé, on n'a pas votre réservation. J'étais en mode ok, je prends une douche, bref je me couche. Et je me rends pas compte parce que j'étais très fatigué, j'avais presque pas dormi, j'avais fait la fête il y a 2 jours avant à Tokyo avec mes amis. Ensuite j'ai pris l'avion, j'ai eu une escale à Kuala Lumpur, c'était un petit peu fatigant comme truc. Et puis arrive ensuite évidemment la fameuse histoire, celle que vous avez suivie sur Instagram, les punaises de lit. Le premier jour à Singapour se passe très bien, et puis je rentre le soir, donc là il y a les lumières et tout, j'ouvre mon sac et qu'est-ce que je découvre? Qu'il y a des punaises de lit partout. Enfin, à ce moment-là je savais pas que c'était des punaises de lit, mais en tout cas je découvre des insectes. Je me dis ok, bon il y a des insectes partout, c'est un peu relou, mais ok, on va faire avec quoi. Et à ce moment-là, je comprends pas trop parce que je vois les insectes partout, donc je mets des photos, je dis que c'est pas normal, je contacte Booking, là où j'avais réservé l'hôtel. Booking ne me répond pas. Booking me dit oui on va vous aider mais personne ne m'aide. On me dit on va vous rappeler, personne ne me rappelle. À ce moment-là il est 4h du matin, je suis fatigué. Genre il y a toutes mes affaires qui sont en train d'être empestées par des putains de bestioles. Enfin c'était franchement, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce délire? Bref, et donc ce que je décide de faire en pleine nuit, c'est de réserver un autre hôtel, prendre mes affaires et de me barrer. Parce qu'en fait, sinon, j'allais pas avoir de solution et Booking allait me laisser là. Et moi, je pouvais pas me permettre de rester 6 nuits ou 7 nuits dans un hôtel avec plein de punaises de lit partout. Enfin, c'était pas possible quoi. Donc je prends mes affaires, je m'en vais. Franchement, j'ai cru que j'allais chialer parce que je suis tout seul à l'autre bout du monde. Il y a personne pour m'aider. Je viens de partir du Japon, émotionnellement, c'est déjà pas évident. Je me dis, vas-y, tu vas kiffer 3 semaines tout seul. Tu vas kiffer là. Et en fait, non, j'ai pas kiffé. J'arrive et premier jour problème. Donc je réserve dans un autre hôtel, j'arrive dans un autre hôtel et je décide de jouer la carte de l'honnêteté on va dire. Et donc je dis à l'autre hôtel, voilà, je vous explique, je viens d'un hôtel, il y avait des punaises de lit, tout ça. Donc est-ce que vous avez un sac plastique pour mettre toutes mes affaires? Juste le temps que je revienne pour le check-in parce que je suis arrivé, il était 6h30 du matin. En fait, parce que j'ai passé la nuit dehors en fait. Donc bref. Et en plus, laisse tomber avec mon énorme sac à dos, tout, je me baladais dans les rues, enfin... J'ai l'impression d'être un ovni à Singapour. Finalement dans l'hôtel ils sont trop gentils. Le mec me dit ok on vous met votre sac dans un sac plastique, tout ça. Et puis il me dit voilà l'adresse d'une laverie. Vous irez après quand elle ouvrira et vous irez faire chauffer tous vos vêtements à je sais plus quel degré pour tuer les punaises de lit. Donc je reviens pour le checking, j'y vais et en fait à la laverie on me dit non je suis désolé mais en fait on ne prendra pas le risque de mettre vos affaires dans notre machine. Parce que s'il y a des punaises de lit qui survivent et qui restent là, bah en fait... ça va infecter les vêtements de nos clients. Et donc je dis ah ouais putain c'est vrai, donc je peux pas. Là je me dis ok bon fais chier mais on y va. On va trouver une solution. Donc je prends tous mes vêtements et je me voilà parti à la laverie. Et donc là je trouve une laverie où je peux faire chauffer mes vêtements. Enfin chauffer. Laver mes vêtements plus les faire sécher. Moi quand je vais ouvrir la machine et que j'espère qu'il n'y aura plus rien, putain j'ai peur que ça me... Ah là là ça me fait flipper là. Imaginez, elles sont encore là, toutes là. J'en ai marre de ces punaises de lit. J'ai tout nettoyé, là c'est en train de sécher, enfin de ressécher, mais ça a plus de 60 degrés, donc mes vêtements, certains vont rétrécir, hein, mais j'ai pas le choix en fait, donc je vais perdre des vêtements au passage. C'est soit ça, soit j'ai pas d'habits, donc de 1 je vais perdre des vêtements, de 2 je sais même pas si ça va fonctionner, je croise les doigts putain pour ça. Résultat, ça fait 40 heures que j'ai pas dormi, je me balade dans tout, mais vraiment dans tout Singapour avec mes sacs, donc là c'est bon. J'ai pas de plaque sur le dos, j'ai dû tout vérifier quand j'ai pris ma douche et tout. Même là les t-shirts que j'avais, comme j'avais mon sac sur le dos, j'ai dû relaver les... Enfin... Là je me suis retrouvé avec la moitié de mes vêtements, c'était passé du M à... ou même parfois du S à du 50. Puis j'ai repris du poids, mais j'ai perdu 27 kilos en 1 an au Japon. Donc j'ai dû tout racheter, tous mes vêtements, tout. Mais sauf que là... en plus c'est drôle parce que j'avais gardé des vêtements quand j'étais plus fort. Et ces vêtements-là, ils m'allaient après avoir été lavés à la machine à laver de Singapour. Donc ça, c'était énorme. Ça m'a vraiment fait rire. Je sais pas si on voit, mais du coup, là-bas, c'est la tour d'Umeda. Moi, j'habite de l'autre côté de la rivière. Mais il y a le soleil en face. Donc là, les gens viennent se balader. Et c'est hyper joli. Tenez, on va aller par là. On va se balader. Allez, on est parti. Et donc, pour continuer cette histoire, finalement, j'arrive à laver mes vêtements. Mais je suis pas sûr de tous les avoir lavés. Pour vous donner une idée, j'arrive à la laverie, j'ouvre mon sac. Et là, qu'est-ce que je découvre? Des punaises de lit partout, dans les fermetures, etc. Et je me dis putain, mais c'est pas possible en fait là. Ça va se passer comment? J'ouvre la petite poche avant et là, je vois des punaises de lit qui sortent. Je me dis, oh, et il y en avait partout. Mais de toutes les tailles, des micros, des. Je sors un vêtement et là, paf, des punaises de lit. Un deuxième vêtement. Oh. Et comme j'avais pas beaucoup de place,
j'avais acheté des sacs plastiques, vous savez, où on met, après on aspire et en fait ça compresse les vêtements. Et par chance, j'avais mis 2 tenues dans ces sacs que je pensais ne pas utiliser parce qu'en fait à Singapour etc. il faisait 32 degrés, il faisait hyper chaud. Donc je m'étais dit garde les shorts, mais tout ce qui est pantalon et tout, tu les compresses et tu les sortiras qu'en France. Et j'ai bien fait, parce que du coup tout ce qui était dans le plastique n'a pas été par tout ça. Bref, c'est trop long là ce que je raconte, mais au final je m'en suis sorti. J'ai profité de Singapour, c'était incroyable, j'ai adoré ce pays, même si c'était hors de prix, c'était fou. Donc ça c'était vraiment génial. Ensuite je suis parti en Thaïlande, j'ai moins aimé la Thaïlande, mais il s'est aussi passé des choses assez incroyables en Thaïlande. C'était le début du Covid. À ce moment-là on savait pas ce que c'était, et je reçois des messages d'abonnés qui me disent fais attention Roméo, parce que quand même là il commence à y avoir un virus mystérieux en Chine. Le premier cas a été détecté en Thaïlande, et à ce moment-là j'étais en Thaïlande. C'était un des premiers cas à l'étranger. Et je me dis oh là là c'est pas possible et tout, on est parti là, le début de l'aventure Covid. Et moi je me souviens très bien en story, je dis ne vous inquiétez pas, pour le moment l'OMS etc dit qu'il n'y a pas de danger. Donc moi persuadé qu'il n'y a pas de danger, effectivement à ce moment là personne ne savait ce qui allait se passer derrière. Donc je me dis allez on est parti, on s'éclate et on fait comme on peut. Quand même j'achète des masques à partir de ce moment là, et je porterai des masques à partir du moment où la première alerte est lancée quand même. Je vais dehors en fait et je vois tout le monde avec des masques, et là je me dis il faut que j'achète des masques. Sauf qu'en Thaïlande c'était aux alentours du 22-23 janvier, déjà plus de masques, sold out partout. Donc je me retrouve dans des petits stores avec des revendeurs qui revendaient des masques 10 fois plus cher, mais bon pour la Thaïlande c'est quand même, c'était correct le prix. Donc j'achète des masques et puis voilà, et après je vis ma vie, et à ce moment là on réalise pas. Mais je me souviens, j'étais dans le métro et en fait à ce moment là il y avait beaucoup de touristes chinois, pour la simple et bonne raison qu'au Nouvel An chinois, tous les touristes voyagent, enfin tous les touristes, non, les Chinois qui ont les moyens, donc la classe plutôt aisée, sort du pays et voyage. Mais ils sont des millions et des millions à voyager. Et une des destinations préférées pour voyager, c'est la Thaïlande. Et donc vous vous en doutez bien, ils étaient beaucoup en Thaïlande à ce moment-là. Et donc du coup forcément c'est pour ça qu'il y a eu beaucoup de cas en Thaïlande. Enfin beaucoup de cas, dans les premiers cas en Thaïlande. Passons, et je me souviens donc j'étais dans le métro et là il y a une femme qui tombe, mais qui s'effondre dans le métro, qui fait un espèce de malaise. Et là, en fait, il y a une espèce de, je pense, panique. Ouais, je pense que c'est ça, c'est une sorte de panique de gens qui se sont dit oh putain, c'est le fameux virus, il y a des gens qui tombent. Parce qu'à ce moment-là, on voyait les premières vidéos de Wuhan où il y a des gens qui tombaient dans la rue. Enfin bref, voilà. Et donc là, une femme qui était visiblement chinoise fait un malaise. Et là, tout le monde change de wagon, tout le monde court et tout. Mais attendez, il y a une meuf qui est en train de appeler les urgences, je sais pas, faites quelque chose, tu vois. Et là je me dis c'est pas possible, je monte les escaliers, si je suis essoufflé c'est normal. Et là je me dis ah ouais, là on est dans une autre dimension, c'est-à-dire que on rentre dans un truc où il y a une psychose générale et tout. Mais moi je suis quelqu'un qui est vraiment terre à terre, je suis les informations, l'OMS dit il n'y a pas d'alerte, il n'y a pas d'alerte. Et puis après je pars en Malaisie, et là en Malaisie je comprends qu'il y a quelque chose de bizarre. Enfin déjà je suis à l'aéroport en Thaïlande, et à ce moment là sur les vols je vois Wuhan annulé. Je suis arrivé en fait dans le métro, il y a plein de gens qui osent pas toucher les barres. Même ce matin il y a quelqu'un qui a toussé dans le métro, et tout, mais vraiment il y a je sais pas 20 ou 30 personnes qui ont changé de wagon. C'est un peu flippant comme ambiance. Après il faut pas tomber dans la panique etc. Juste en face de mon hôtel il y a une toute petite pharmacie. Je rentre, elle me dit vous venez pour des masques? Bah oui. J'ai trouvé un pack de 10 masques, par contre c'était hyper cher. J'ai payé 3 € les 10 masques. C'est très cher, genre normalement c'est beaucoup moins cher que ça. Là c'est mon avion Kuala Lumpur, juste après c'était celui pour Wuhan. Du coup bah forcément il est annulé. Mais du coup je vois les vols vers Wuhan annulés, je me dis bon bah c'est annulé, de toute façon tu veux faire quoi? C'est quand même étrange parce que tu vois des vols annulés, et surtout je vois une dame en combinaison avec son mari intégral, je vous la mets, et dans la story je me foutais de sa gueule en mode mais non mais c'est trop là, il faut arrêter et tout. Et en fait c'est qu'à ce moment là tu sais pas trop toi ce qui va se passer, tu vois. Enfin tu sais ce qui va se passer maintenant. Mais à ce moment là faut savoir que c'était bien avant tout. J'arrive en Malaisie, là on nous prend notre température, on contrôle plein de trucs, je me dis c'est bizarre encore une fois. Il y a beaucoup de choses qui sont contrôlées, tu vois. Et j'ai été très étonné de l'attitude de la Malaisie. Je suis devenu un parano des puces de lit, je vous jure. Je suis en train de tout vérifier là, carrément à l'intérieur et tout. S'il y a rien, là en dessous, machin, laissez tomber là. Là il n'y a plus rien qui me... Non, c'est bon. Et en même temps je dois avouer qu'à ce moment là, comme... j'ai trouvé ça plutôt assez incroyable et plutôt très positif. Bref, ensuite en Malaisie évidemment j'ai gardé le masque. Je rentre en France, dans l'avion entre Kuala Lumpur et Doha, je commence à avoir beaucoup de température, à avoir très chaud, à transpirer, à me sentir vraiment pas bien, des ganglions, je commence à tousser, à beaucoup tousser, à tel point que ma montre, du coup j'ai une montre connectée, une Apple Watch, elle me dit
il faut absolument que vous consultiez un médecin, votre battement cardiaque est anormalement élevé, consultez un médecin, Alors je me dis, oh là là, c'est pas possible et tout. Je me dis, c'est bon, j'ai chopé le Covid, quoi. J'arrive en Espagne, et puis en Espagne, zéro contrôle. Donc je fais une journée à Madrid, ensuite je reprends l'avion pour Bordeaux, zéro contrôle aussi. J'arrive vraiment, on me demande pas d'où je viens, 1er février, mais porte ouverte, vraiment quoi. C'était les moments où ils ont mis des affiches à Charles de Gaulle pour dire attention au virus. C'est vrai qu'on avait oublié que les affiches faisaient fuir le virus, mais enfin, c'est un autre débat. Et passons, à ce moment-là, des pays avaient déjà fermé leurs frontières, pour information. On va pas parler de la gestion de la crise, et puis arrive en France, et là c'est un peu un chamboulement, parce que quand même, je dois le dire, ça m'a un peu bouleversé. J'arrive en France, je revois mes potes, pour eux rien n'a changé. Ils ont la même vie, ils ont le même job, ils ont les mêmes habitudes. Après le travail, ils vont boire un verre, ils en ont marre de leur travail, ils sont tous là, putain ça me saoule le travail et tout, et personne n'a bougé. Tout le monde est dans la même vie qui est pas confortable, alors que moi ma vie elle a basculé. En un an, j'ai pris 64 avions, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est colossal. C'était mon job, c'est comme ça que je gagnais ma vie, j'étais blogueur voyage, c'était incroyable. J'ai vécu, je pense, l'année la plus folle de toute ma vie. Et dire l'inverse, ce serait faux. Et en même temps, du coup, je rentre en France. Alors c'est trop bien parce que je découvre des nouveaux collègues, un nouveau taf, et en même temps, je me sens pas bien. Je me dis, c'est pas ça la vie qui me fait vibrer. J'aime pas ça. Je veux pas ça. Je continue à travailler en freelance et j'ai des petites missions pour 2 boîtes japonaises, dont une qui deviendra plus tard ma boîte actuelle qui m'a sponsorisé mon visa. Mais j'étais pas bien, je me sentais vraiment pas à ma place. Mais je trouve un appart, etc. J'ai plein de projets, je veux absolument rester en France. Je rachète tous les meubles, tout. Et je me dis, de toute façon, Roméo, maintenant t'es rentré, donc t'as pas trop le choix. Ici, enfin voilà, c'est comme ça. Là maintenant, il va falloir dealer avec ça. Et puis arrive le confinement. Là, je suis tout seul chez moi pendant près de 65 jours, enfin 66 jours, je crois, mais vraiment tout seul. Et là, je me dis, ok, maintenant, Roméo, prends du temps pour toi. Je prends du temps pour moi, je fais du sport, vraiment, et je réfléchis. Et je me dis, ok, ça, c'est pas la vie que tu veux. Le travail, ça me plaît plus. Je m'étais promis, j'étais social media manager, en gros, je travaillais dans les réseaux sociaux, mais je m'étais promis. C'est le métier que je faisais déjà avant de partir au Japon, et je m'étais promis que c'est un métier que je ne ferais plus parce qu'il me dégoûtait, parce qu'il y a plein de choses qui n'allaient pas, les valeurs et tout qui étaient reliées à ce métier, plein de choses ça me saoulait. J'aimais pas ce taf, vraiment, j'aimais plus ce taf. Et puis, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, je me suis dit, vas-y, maintenant, de toute façon, c'est trop tard, Roméo, là, t'es dans une situation, tu dois repartir, non. Et puis tout le monde a fermé ses frontières, donc c'était pas possible. Mais j'ai la chance d'avoir Voyapon, donc une entreprise avec qui je travaillais en freelance, qui me propose un job et qui me propose de les rejoindre à plein temps. Et c'est trop bien parce que quand on me propose de me rejoindre, je vais me faire prendre en photo par quelqu'un parce que je suis en train de filmer, j'ai un micro externe, une caméra, etc. Et elle s'est arrêtée à 1 mètre de moi, elle m'a pris en photo comme si de rien n'était. Passons. Et du coup, je me dis, ok, je refuse 1 fois l'offre, je refuse 2 fois l'offre, je refuse 3 fois l'offre. À partir de ce moment-là, je commence à faire des TikTok, je commence à vriller. Et en fait, à ce moment-là, je me dis, putain, mais c'est fou. Le seul truc qui te fait kiffer, là, c'est de faire des TikTok, machin. Bon, les TikTok ne marchent pas du tout. Mais je me raccroche à un truc, je me dis, ok, vas-y, prends des billets d'avion, kiffe. Je savais que l'été, les frontières allaient rouvrir, donc je prends des billets pour Malte, je prends des billets pour la République tchèque, je prends des billets pour Vienne, et je me dis, ce qui te fait vibrer, c'est se lever tous les matins pour cette envie de voyage. Et si en fait, t'as des voyages de prévus dans ta vie, même si t'es en France, ça va te faire vibrer, ça va te faire kiffer, tu vois. Donc en fait, à ce moment-là, j'avais des billets d'avion, Malte, j'avais même réservé aussi le Portugal et Lanzarote, ou Lanzarote, je sais pas comment on dit, mais les deux ont été annulés finalement à cause du Covid. Mais bref, j'ai quand même pu partir à Vienne, à Prague, et ensuite j'ai pu partir à Malte. Et c'était des voyages incroyables. Mais du coup, à ce moment-là, j'ai un peu réalisé que c'était ça qui me faisait vibrer, que c'était ça que j'ai envie. Et puis finalement, en mai aussi, j'accepte finalement l'offre d'emploi de Voyapon. Et donc je leur dis, ok, c'est bon, je veux bien vous rejoindre. Mais alors là, se pose un autre problème. Le Japon a fermé ses frontières. Le Japon ne souhaite absolument pas le retour des résidents étrangers, mais même japonais. C'est-à-dire que si tu es au Japon, que tu es marié, que tu as une femme, etc., mais que tu étais en dehors, c'est-à-dire vers le 23, vers fin mars, tu étais en dehors des frontières, tu ne peux même pas re-rentrer dans ton propre pays. C'est quand même incroyable. Enfin, dans ton propre pays, j'entends dans ton pays de résidence. Et là, je me dis, c'est pas possible en fait. Enfin, je crois que c'est un des seuls pays au monde qui a laissé les résidents dehors. Il y en a quelques autres, mais quand même, t'as toute ta vie ici, t'as peut-être acheté une maison, t'as des enfants, t'as une famille, t'as un travail. Il y a de nombreuses personnes qui ont perdu leur travail à cause de ça. Bref, c'était scandaleux. Et donc imaginez-vous bien que le petit Roméo, qui lui est à Bordeaux et ne veut qu'une chose, retourner vivre au Japon avec un visa de travail, il n'était pas prioritaire, et normal. Et ça, je l'entends, je me dis, je vais prendre mon mal en patience.
Et en fait, j'arrive à un moment donné où le taf, je peux plus. Le travail, je n'en pouvais plus, ça me plaisait plus, ça me saoulait. J'avais des collègues formidables et c'est eux qui m'ont fait tenir quelques mois. Je suis pas resté longtemps, j'ai bossé 6 mois en tout, mais ça a été largement suffisant. Pendant le confinement, je me suis découvert moi-même et ça a été un moment assez fou aussi. J'ai appris ce que j'aimais vraiment, j'ai appris ce que je voulais vraiment, j'ai appris qui j'étais aussi. J'ai été beaucoup seul par le passé pendant que je voyageais parce que j'aime ça. J'ai aussi été beaucoup entouré et déjà j'ai l'impression d'avoir changé. Du coup, j'étais plus en adéquation avec ce que je vivais, enfin avec mes amis et par rapport à ce qu'on vivait avant que je parte. Et une fois que ça s'était fait, je me suis rendu compte finalement qu'au-delà de plus être en adéquation, c'était juste le mode de vie qui ne me correspondait plus. Le mode de vie en France ne m'allait pas. Et vous savez, je suis un peu têtu, j'ai toujours suivi mes rêves et donc j'ai quelques collègues et des amis qui m'ont dit mais fonce. Et j'ai la majorité qui m'a dit non, reste ici, ne repars pas au Japon, ce sera une bêtise, je pense que c'est pas une bonne idée, etc. J'ai fait le choix d'écouter la non-majorité et d'écouter mon cœur. On m'a dit oui mais tu vas diviser ton salaire par 3, c'est vrai, j'ai divisé mon salaire. Mais bon, je me suis dit vas-y Roméo, de toute façon t'as qu'une vie, fonce. Et puis j'ai fini par accepter au bout de la 3e ou 4e proposition, après avoir décliné parce que c'était le job de mes rêves, c'était la boîte de mes rêves, une boîte qui a des valeurs. D'autres devraient s'en inspirer, surtout des précédentes dans lesquelles j'étais. Non, ça je vais peut-être pas le laisser au montage, si en fait, on s'en fout. Vraie valeur. Et pour vous donner une idée, Voyapon, c'est un média en ligne. On fait pas que ça, parce que c'est une agence de com aussi, mais c'est un média en ligne qui veut faire découvrir un Japon un peu différent, un Japon un peu caché. En gros, notre but, c'est de faire découvrir les endroits aux touristes où les gens n'iraient pas naturellement. Donc dans les campagnes, plein de choses comme ça. Et forcément, ça matche avec mes valeurs, ça matche avec ce que je veux. On fait la promotion de tourisme éco-responsable, ce genre de choses. Et là, tu me fais vibrer, là, tu me fais kiffer, tu vois. C'est ça que je veux, en fait. Si, ouais, vraiment, c'est cette vie-là qu'il te faut. Cette vie où tu vibres, cette vie où tu kiffes ton taf, où tous les matins tu te lèves et t'es heureux de faire ce que tu veux. Je l'ai raconté déjà dans mon premier livre, Petit blogueur deviendra grand. Je raconte un petit peu ma vision de la vie, comment moi je vois le bonheur, comment je pense qu'il faut envisager la vie. En tout cas, c'est ma vision. Et c'est fou parce que j'ai relu ce livre pendant l'été et je me suis dit, te rends compte Roméo, tout ce que tu dis, tous les conseils que tu donnes sur pourquoi aujourd'hui t'en es arrivé là, pourquoi t'as quitté ton premier job et tout, t'as fait tout ça pour être heureux et aujourd'hui tu ne l'es plus. Donc stop, arrête, c'est fini là maintenant. Essaye pas de faire genre t'es heureux en story Instagram, c'est pas le vrai. Et en plus c'était un peu compliqué parce que mon activité principale c'était blogueur, ça fait 11 ans que je fais ça, c'est une énorme partie de ma vie, j'ai commencé, j'étais gamin, j'étais dans ma chambre. Je me souviens avoir reçu mes premiers revenus quand j'étais tout petit, mes premiers cadeaux des marques et tout, et c'était vraiment un truc incroyable pour moi. C'est un peu toute ma vie, mes blogs, vraiment. Ça peut paraître bidon quand je dis ça, mais c'est vrai. Parce que les études que j'ai fait, c'est lié à mes blogs. L'argent que j'ai gagné, mes études que j'ai pu me payer, c'est lié à mes blogs. Tout est venu de mes blogs. Le fait de partir vivre au Japon, c'est grâce à mes blogs. En fait, tout est lié à ça. Et donc toute ma vie a été un peu comment dire, drivée par mes blogs. Et en fait, là, j'avais laissé tomber mes blogs. J'étais chez moi, j'écrivais plus. Ça me plaisait plus. J'avais perdu ce petit truc qui me faisait vibrer. Donc déjà voilà. Donc au-delà de perdre de l'argent, ça te fait aussi perdre de la passion, le truc qui te fait vibrer tous les matins. J'allais au travail mais je faisais la gueule, ça me plaisait pas. Je sais pas, vraiment j'avais plus ce truc qui me faisait vibrer. Et là je me suis dit bah, Roméo, il y a plus rien qui te fait vibrer là, c'est pas normal, c'est pas toi quoi. Et puis finalement fin août arrive une décision assez incroyable du Japon qui dit OK, on va rouvrir aux résidents là dans quelques jours. Donc je suis rassuré déjà pour tous les Français et tous les étrangers qui sont bloqués et qui n'ont pas pu voir leur famille et tout. D'abord je pense à eux, évidemment, parce que moi je suis quand même confortable, j'ai un salaire. Même si j'ai démissionné en fait, vous saviez pas mais j'ai démissionné en juillet. Et puis après j'avais un préavis donc j'ai laissé un peu de temps. Mais ouais, fin août déjà j'avais quitté mon travail en France en fait. Mais j'en parlais pas. Et je n'ai pas révélé sur Instagram avant plusieurs mois que j'avais accepté l'offre au Japon. Parce que c'était incertain, je savais pas quand j'allais partir, etc. Et puis finalement tout va très vite. Il arrive ensuite, donc fin septembre, ma boîte me dit on a envoyé tous les documents à l'immigration, on attend, on verra ce qu'il en est. Donc moi je me dis ok bah trop cool, on va voir quoi. Et à ce moment-là, il se trouve que ça va très vite. Le Japon en fait avait pris du retard sur les demandes de visa. Et donc ils ont recruté des gens à l'immigration. Sauf que du coup ils ont recruté des gens mais tout allait tellement vite maintenant que mon visa, enfin mon COE, un document qui permettait d'avoir un visa, en fait a été émis en 2 semaines. 2 semaines plus tard, ma boîte me dit voilà, on a ton document, c'est bon. Et moi j'avais prévu de partir en décembre, donc là il faut que je laisse mon appartement, que je revende toutes mes affaires. Parce que je suis venu ici avec une valise de 23 kilos. Donc je m'étais dit putain c'est pas possible. En gros là, je dois refaire toutes mes valises, repartir, refaire ma vie.
en un mois quoi. Mais attendez, c'était pas fini, c'était sans compter sur le deuxième confinement qui nous attendait en France. Et là, Macron annonce, Emmanuel Macron, notre président, on peut pas dire Macron, il faut un petit peu de respect. Et là, il annonce le confinement. Et je me dis, oh putain. Et là, il parle notamment que les frontières vont être fermées pour voyager. Je me dis, Et à ce moment-là, explosion des cas en France, 60 000 cas par jour et tout. Enfin, c'est surréaliste. Et je me dis, le Japon va jamais laisser les Français rentrer après ça. C'est sûr, dans son pays, tu vois. J'ai un espoir. J'appelle l'ambassade du Japon, je leur dis, voilà, j'ai un document, j'ai tout. Est-ce que si j'arrive lundi, exactement lundi, je dépose ma demande de visa, je reste sur Paris, parce qu'en fait on pouvait pas bouger interrégion normalement. Donc je leur dis, est-ce que si j'arrive lundi pour faire mes papiers et je reste sur Paris, je peux partir rapidement? Elle me dit oui, je pense que dans 1 ou 2 semaines vous pouvez partir. Après avoir fait un très vite au revoir à ma maman et mon beau-père, parce que j'ai pas pu voir mon papa et ma belle-mère, ni mes petites sœurs, enfin bref, ni mes frères, j'ai pas eu le temps. Ça a été très vite en fait. La décision du confinement, etc., ça a été fait le mercredi. Moi le samedi j'étais déjà à Paris. Et après ma vie s'est accélérée, je vais vous expliquer. Lundi je vais à l'ambassade, je prie à ce moment là, mais vraiment je prie pour avoir tous mes documents, parce que je me dis c'est pas possible, imagine il me manque 2 ou 3 documents, mais c'est fini en fait. Genre comment je fais, faut que ma mère me les envoie par la poste, etc. Et en fait la fille me dit non c'est bon, il y a tous les documents, donc j'étais hyper rassuré. En plus ma boîte était hyper stressée et j'ai un peu stressé ma boîte parce qu'en fait j'avais besoin de documents, j'avais besoin de plein de choses. Et donc je disais à ma boîte, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Finalement tous les documents arrivent, donc le lundi je vais à l'ambassade. Et la fille me dit, vous pouvez revenir chercher votre visa jeudi. Et là je me dis, c'est pas possible, genre j'ai déposé le lundi matin, jeudi après-midi j'ai mon visa. Elle me dit oui oui. Et là je regarde les vols, bingo, il y a un vol qui part le samedi pour Osaka. Et je prends mon vol, je prends mon billet et me voilà. Même pas 1 semaine après, j'ai décollé pour Osaka, après le confinement. Ça a été compliqué parce que j'ai juste fait ma valise très vite. J'ai revendu toutes mes affaires et j'étais en mode wow, qu'est-ce qui se passe? Tout est allé si vite et en même temps j'ai l'impression de toucher du bout de doigt, de toucher du bout des doigts ce que j'attendais depuis longtemps, c'est-à-dire repartir au Japon. Et en même temps ça me laisse dans une espèce de sensation où je m'en fous et ça m'intéresse pas. Enfin c'est assez fou ce que je vais dire, mais j'étais en mode ouais ok. Je suis un peu... En fait j'ai tellement attendu ça que je suis un peu... Je regarde ma vie comme ça et je me dis bon bah normal quoi. Enfin ok c'est là, bon bah... Voilà, je suis spectateur de ma vie, c'est le mot que je cherche. Et donc me voilà, 14 jours dans l'avion, 14 jours de quarantaine. À ce moment-là, c'est un peu compliqué parce que je me dis, wow, ta vie là, elle a tout changé. Et redire au revoir à ses proches, redire au revoir à un quotidien en France, c'est pas évident. De toute façon, vis ta vie, tu vis pas pour une boîte, t'es pas lié à une boîte, donc kiffe ta vie. Alors je suis de retour ici, j'ai trouvé un appartement génial, j'aime beaucoup mon quartier, j'aime beaucoup mon appart. J'aime passer du temps avec moi-même maintenant, j'apprécie encore plus le temps avec moi-même. J'ai l'impression d'être différent. Je sais que je resterai pas toute ma vie au Japon. Mon rêve c'est de partir vivre à Taïwan, je l'ai dit depuis des années. Mais malgré tout ça, j'ai le sentiment que c'était le bon choix à faire, que je le regretterai pas et que honnêtement c'était la plus belle chose qui pouvait m'arriver en 2020. Parce que j'ai finalement réussi à partir mi-novembre. Et c'est même pas mi-novembre, je suis en train de me gratter le nez, je suis désolé. Même pas mi-novembre, mais genre début novembre. Et ensuite tout s'est déroulé quoi. Et donc voilà, c'était ça mon retour ici. Donc maintenant j'ai un travail qui me plaît, j'ai des collègues géniaux. J'aime ma vie, tous les matins je me lève, j'ai la pêche. Je kiffe ce que je fais. Je sais pas combien de temps ça durera, mais moi je suis quelqu'un qui kiffe et qui profite de... J'ai jamais écouté les gens, j'en ai toujours fait qu'à ma tête. J'ai toujours suivi mes rêves et je vous souhaite de faire de même. Parce que c'est une sensation où tu peux être fier de toi. J'ai tout fait tout seul, j'ai eu l'aide de personne, jamais. On s'est parfois foutu de ma gueule en me disant que mes blogs c'était n'importe quoi, que ça rapporterait jamais rien, qu'il fallait mieux que je révise ma SVT plutôt que mes blogs. On m'a souvent dit que de toute façon je savais pas aligner 2 mots en anglais et que j'arriverais jamais à bosser en anglais et que j'arriverais jamais à rien faire en anglais. Je me souviens prendre la parole en classe et qu'on se foute de ma gueule parce que quand je parle c'était catastrophique mon accent. Aujourd'hui je bosse tous les jours en anglais. Alors mon anglais n'est pas parfait, c'est vrai. Mais malgré tout, c'est une belle revanche pour quelqu'un qui revenait vraiment de loin. J'étais dans le classement final, hein, dans les gens à l'école. J'ai pas toujours été très poussé par mes... Ma famille m'a toujours soutenu, mais ils ont pas toujours compris ce que je faisais sur internet, comment je recevais de l'argent, tout ça, ils ont pas toujours tout compris. Et en fait, tout ça fait que j'avais l'impression que aujourd'hui, tout ce que j'ai, c'est parce que j'ai bossé dur. Enfin, c'est pas une question d'être prétentieux, je le pense vraiment, j'ai bossé dur.
et que je fais ça depuis 11 ans. Ça a été mon travail à plein temps pendant plus de 2 ans et demi aussi. Mais en fait, j'ai réalisé aussi autre chose, c'est que ça, c'était une passion. Au début, c'était une passion. Le petit gamin, il était passionné dans sa chambre. Et en fait, quand c'est devenu mon métier à plein temps, j'ai perdu cette passion. Parce que je ne pensais à l'argent que j'allais devoir avoir pour ensuite pouvoir réussir à finalement en vivre et payer mes charges. Et payer mon loyer, etc. En fait, ça peut pas marcher comme ça. Donc je suis content qu'aujourd'hui, ce soit plus mon activité principale. Parce que je peux continuer à faire ça et à kiffer ça. Alors là, depuis que je suis rentré au Japon, ça fait 2 mois, j'ai quasiment pas écrit d'article de blog. Il faut que je m'y remette. J'ai 11 blogs, je vais probablement en fermer 3-4. Je vais en garder 5-6. Et je vais écrire que quand ça me plaît, je vais écrire quand ça me fait kiffer. Mais j'ai le sentiment que cette aventure-là professionnelle, il faut que je me fasse une petite croix dessus, que c'était cool, que c'était une belle aventure, que c'était quelque chose de génial, que j'ai vécu depuis que j'étais gamin, mais qu'aujourd'hui il faut tourner la page, que ça m'a apporté des compétences, que ça m'a permis d'avoir des jobs de ouf. Mon job au Japon, il est là grâce à mes blogs. Hein. Tout ce que je fais aujourd'hui pour ma boîte au Japon, c'est tout ce que j'ai fait pour mes blogs pendant des années. Bref. Voilà, je crois que j'ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, je suis très très heureux. Je voulais vous remercier pour votre soutien sur Instagram. J'ai aussi, il y a un truc qui m'a un peu, c'est là où j'ai essayé de prendre de la distance avec Instagram, c'est que je suis pas quelqu'un qui, franchement, les avis des gens, je m'en fous un peu. L'année dernière, je me suis fait beaucoup insulter, c'est vrai, sur les réseaux sociaux, et je m'en foutais un petit peu finalement, franchement. Par contre, d'ailleurs, je suis quelqu'un qui fait beaucoup tout tourner à l'autodérision. Mais il y a quand même quelque chose qui m'a un peu choqué, c'est que quand je suis rentré, j'ai eu beaucoup de désabonnements. Des gens qui m'ont dit ouais, t'aurais dû rester au Japon, ouais, c'est n'importe quoi. Mais déjà c'est un choix personnel, tu vois, et je me dis waouh, à quel point les gens ils te permettent de te juger sur les réseaux sociaux sur des choix de vie personnelle. C'est fou, et ça m'a aussi conforté dans l'idée que je voulais pas partager ma vie privée sur les réseaux sociaux, parce que la vie privée sur les réseaux sociaux c'est pas le meilleur truc à faire, je pense. Voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais peut-être pas vous partager la meilleure des choses, dans le sens où bah il y a eu des moments un peu moins cool, des moments un peu plus cool, mais je préfère être honnête et vous dire que ça n'a pas été facile, que j'ai beaucoup pleuré parfois quand j'étais en France, que je me dis que c'était pas une vie pour moi, et que depuis que je suis là, je me sens apaisé. Et je crois qu'apaisé, c'est le mot, et c'est le mot que je veux avoir pour 2021. Parce que je pense qu'on a tous besoin d'un peu d'apaisement. Et je vous souhaite tous beaucoup de bonheur. J'espère que ça va très bien aller pour vous. Merci infiniment pour vos messages de soutien, pour tout. Je vais reprendre les articles de blog, je sais que ça plaisait à certains. Je vais reprendre les vidéos YouTube, vous le savez, une par semaine. Maintenant je travaille beaucoup quand même, donc c'est pas évident. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que maintenant j'ai réalisé que le travail ce n'est pas ma vie. Le travail c'est un moyen de gagner ma vie, et c'est un moyen de profiter de la vie. Donc je donne beaucoup moins d'importance au travail, et je vous conseille de réfléchir à ça et de faire de même. Parce que je sais que c'est facile à dire comme ça, mais moi je suis pas là pour faire des heures supplémentaires de ouf. Je suis pas là pour me bousiller la santé au travail. Moi je suis là pour profiter. Et si ça va pas à mon patron ou quoi, et bah tant pis, je quitterai cette boîte là. Mais je pense que dans les horaires que j'ai, en respectant les horaires que je fais, il y a moyen de faire du très bon taf. Et si on me surcharge de travail, je vais perdre en productivité, puis je ferai du travail moins bien, puis ça me plaira plus, puis je vais chercher un autre travail, tu vois. En fait, ma boîte aujourd'hui, elle est pas du tout comme ça. C'est une boîte japonaise, mais qui est vraiment, je trouve, ouverte d'esprit. J'ai beaucoup de flexibilité dans mon travail. Je peux travailler quand je veux, où je veux, en télétravail. Enfin bref, plein de choses comme ça qui font que je kiffe mon travail, et que pour rien au monde je voudrais le changer aujourd'hui. Voilà. Il est temps pour moi de prendre le chemin de la maison, de rentrer. Et là je suis en train de regarder tous les cerfs-volants de tous les enfants qui sont en train de jouer. Voilà, c'est tout. Je crois que demain c'est le retour au travail après une semaine de vacances. Ça m'a fait du bien aussi, c'est la première fois que je pouvais vraiment me poser depuis mon retour au Japon, et j'en avais besoin. C'était une vidéo très longue, où il y aura peut-être pas beaucoup de cuts, mais je la pensais nécessaire, et je la pense toujours nécessaire en tout cas. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente année pour ceux qui n'ont pas vu mes stories, ou je vous le souhaitais. Et je vous souhaite à tous d'être heureux, parce que c'est le plus important. Je pense que 2021 doit être l'année où on prend soin de soi avant tout, parce qu'on ne l'a pas assez fait en 2020. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, j'espère que je vous sortirai mon vlog à Amami, même si c'était désastreux, on va pas se mentir. Amami, catastrophique. Pour ceux qui n'ont pas suivi mes stories Instagram, il a plu, il y a eu de la tempête tout le temps, c'était horrible, on était en alerte noire. Je suis allé sur une île paradisiaque, j'ai rien pu faire, voilà, c'est tout. Donc ça m'a saoulé. Mais malgré ça, c'est très bien, j'ai quand même pu me relaxer. A très bientôt, prenez soin de vous. Bye. Je suis devenu un parano des puces de lit, je vous jure. Je suis en train de tout vérifier là, carrément à l'intérieur et tout. S'il n'y a rien,
Là, en dessous, machin. Laissez tomber, là. Là, il n'y a plus rien qui me... Non, c'est bon.